Bonsoir, la Suisse tourne le dos à l'Europe. Ce sont les cantons germanophones qui ont rejeté aujourd'hui l'adhésion à l'espace économique européen. À 24 heures de l'arrivée des militaires français et américains, nous irons au cœur des milices somaliennes qui protègent les organismes de l'aide humanitaire. La marée noire en Espagne, le slalom spécial de Val d'Isère, ce sont quelques-uns des titres de cette édition commentés par Alexandre Arcadi, le réalisateur du Grand Pardon numéro 2, commente l'actualité du jour. Nous parlerons également avec Henri Chapier de son film, donc Le Grand Pardon, à la fin de cette édition. Le contingent mobilisé par les Nations Unies se déploiera progressivement à partir de demain en Somalie. Les combattants qui bloquaient le port de Mogadiscio se sont déjà repliés et un premier convoi de 600 tonnes d'aide alimentaire a pu quitter ce soir le port de la capitale somalienne. Les organisations caritatives sont encore actuellement sous la protection des milices qui seront désarmées lorsque les soldats, américains notamment, seront arrivés. La Somalie n'a plus ni gouvernement, ni administration, ni ambassade. Reportage de nos envoyés spéciaux, Morad Aitabouche, Christian de Carnet. La guerre à Mogadiscio n'a pas d'âge. Les enfants comme les adultes sont armés. Impossible de circuler en ville sans garde du corps. Les membres d'AICF, Action internationale contre la faim, ne veulent prendre aucun risque. Ils ont leur propre sécurité, payée au mois. Cette milice privée assure chaque jour une mission simple, en apparence, chercher de la nourriture. Aujourd'hui, 2 sacs de riz. Le salaire de la peur, version somalienne, car pour récupérer ces 2 sacs de riz, il faut franchir une ligne, la fameuse ligne de démarcation. Il y a une diagonale comme ceci là. Cette partie-là, c'est la portion au nord d'Al-Imadi. Cette partie-là, la plus grosse partie, donc les 3/4 de la ville, c'est le général Aidid. Et là, on est sur la route du Sinaï. C'est donc à cet endroit ici. Et on est dans le No Man's Land en ce moment et on fait un transfert de marchandises. Là, il faudrait qu'on se dépêche d'ailleurs. Le transfert doit toujours être très rapide pour limiter les risques. Grégoire a déjà été pris pour cible à plusieurs reprises. Dans cette ville fantôme où l'anarchie règne, seuls les policiers officiels n'ont pas d'armes. Ce sont les gangs et les chefs de guerre qui font la loi. Les organisations humanitaires sur place sont régulièrement menacées, parfois rackettées. Les djihadistes américains vont devoir désarmer ces Mad Max somaliens et de toute urgence. Si moi j'ai cette arme, c'est pour défendre ma peau et mon peuple. Le jour où les soldats des États-Unis seront ici, nous les rendrons nos armes. Ses collègues non plus ne veulent pas visiblement affronter les troupes américaines. Promesse en l'air ou pas? Nous espérons beaucoup des Américains et de la communauté internationale. C'est-à-dire nettoyer chez nous vraiment de ces gens qui sont armés et qui ont tout ça. Et que vraiment le peuple trouve la paix totale. Et cette nuit, avant le débarquement que l'on dit imminent ici des troupes américaines, françaises et canadiennes entre autres, les personnels humanitaires restent sceptiques. Pour eux, tous les Somaliens ne vont pas désarmer sans vraiment riposter. Un mot, Alexandre Arcadi, le droit d'ingérence humanitaire, il a ses limites, il a ses bienfaits. Moi je dirais enfin. Je veux dire que j'attendais ce moment où on allait quand même intervenir parce que depuis des semaines, des mois, ces images qu'on nous montre chaque soir aux informations sont terribles et on était impuissants. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bon, demander aux enfants de donner du riz, ça, les enfants l'ont fait, ça a été un grand mouvement comme ça de solidarité, mais là-bas sur place, il fallait absolument faire quelque chose. Et personnellement, je suis très très heureux qu'enfin une action internationale s'opère sur ce pays pour arrêter cette espèce de drame terrible que vit ce peuple. À qui attribuez-vous les mérites, vous comme observateur? Je crois que quel est votre sentiment? À beaucoup. Je veux dire que Bernard Kouchner, par exemple, a fait beaucoup pour dénoncer cet état de fait, et puis toutes les organisations humanitaires. Je veux dire qu'il y a une prise de conscience comme ça qui s'est opérée, à mon goût, trop lentement. Mais que faire, quoi. Je veux dire le fait que ce soit les Américains qui soient le moteur de l'opération, c'est bien ou pas? Oui, je trouve que c'est bien. Pourquoi pas pour une action comme celle-là, que ce soit les Américains ou une autre nation, les Français y seront aussi. Je trouve que c'est important qu'on soit là-bas pour régler ce problème. Alors, en tout cas, le Premier ministre Pierre Bérégovoy a estimé ce matin que le droit d'ingérence humanitaire était une conquête de la France et il en a attribué les mérites au président de la République. Je crois vraiment que c'est une grande victoire pour l'humanité. Et le rôle de notre diplomatie et de notre armée, autrement dit de Roland Dumas et de Pierre Jox, a été totalement exemplaire. Cela, naturellement, complique le travail et de Roland Dumas
et de Pierre Joxe et de celui qui vous parle, mais dès lors qu'il s'agit de sauver des enfants, des êtres humains tout simplement de la famine, le devoir de la solidarité s'impose et la France n'y renoncera jamais. En Europe, les affrontements et les bombardements se poursuivent. Au cœur de Sarajevo, les habitants cherchent un dernier refuge pour échapper aux bombes. Philippe Pister. Ils n'ont plus le choix. À découvert et dans le froid, ils fuient l'enfer, ou ce qu'il en reste. Ce qu'il reste d'Otech, ce faubourg musulman de Sarajevo, tombé hier aux mains des Serbes après 5 jours d'assaut et de bombardements intensifs. Ruines, morts et désolation. Les autorités bosniaques reconnaissent avoir subi des pertes très lourdes ici, plus de 100 tués, près de 400 blessés depuis mardi. Mais contre ce qui semble être l'évidence, elles démentent la chute d'Otech. L'évidence s'étale là, sur ces images, des miliciens serbes triomphants, patrouillant dans les ruines. Mais il est vrai que ces images proviennent de Belgrade. Selon les forces de l'ONU, les combats auraient repris aujourd'hui autour d'Otech, comme les bombardements sur le centre-ville de Sarajevo et les quartiers proches de l'aéroport, après une nuit et une matinée relativement calmes. Des combats qui menacent donc la reprise du point aérien humanitaire prévu pour demain. Il avait été suspendu mardi après des tirs contre un avion cargo américain. Alors, le regard du cinéaste sur ce conflit aux portes de l'Europe de l'Ouest, que vous inspirent ces images? Écoutez, moi, ça peut être le sujet d'un film pour vous demain? Ce que je voudrais dire aux téléspectateurs qui regardent ces images, et je suis un téléspectateur aussi, c'est qu'elles sont terribles. Et quand on voit des cadavres, quand on voit des enfants morts, quand on voit des vieillards comme ça dans des caniveaux recroquevillés par la mort, on ne peut que regarder avec horreur évidemment ces images, mais elles font partie tellement de notre quotidien qu'on finit par ne plus les voir. Mais ces gens-là sont vraiment morts. Ces enfants sont vraiment morts par terre comme ça, dans la rue, sous la pluie. C'est terrible, à 2 pas de Paris, enfin. Et ce qui est incroyable avec ce conflit, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. Il est arrivé comme ça, j'allais dire presque en catimini. Et on est, encore une fois, là aussi un peu impuissant. On se dit, quoi faire? Aller sur place, pourquoi? Intervenir, c'est difficile, ce qu'on nous dit est vraiment... c'est vrai qu'il y a des forces armées en présence, et le terrain est difficile. C'est vraiment des questions qui personnellement me bouleversent. Et en tant que cinéaste, effectivement, je suis là à regarder ces images que n'importe quelle fiction ne peut pas transmettre. C'est des images terribles d'une vérité qui dénonce un conflit et pour lesquels on n'a vraiment aucun moyen d'agir. Vous êtes un homme de cœur, vous l'avez démontré dans nombre de films. Que signifie ce petit cœur que vous avez sur la droite de votre veston? Et écoutez, ce soir en venant vous voir, par hasard on m'a remis ce cœur en me disant que c'était le cœur pour la Yougoslavie. Eh bien, si ce cœur pouvait battre à l'unisson pour tout le monde et tous les hommes de Yougoslavie pour que cessent ces combats, ça serait le plus beau geste de cette fin de siècle. Mais on vit un cycle. Tout à l'heure, je réfléchissais en regardant les images, je me disais, voilà, depuis longtemps, quoi. Depuis que je suis enfant, il y a comme ça les conflits dans le monde qui apparaissent et qui disparaissent. Alors ça nous réconforte d'une certaine manière, mais il y a des noms comme ça, comme Biafra, ensuite bien d'autres conflits, le Liban, et aujourd'hui la Yougoslavie. Alors, il y a des cycles comme ça. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que ces cycles et ces drames durent le moins longtemps possible. En tout cas, France 3 consacrera dans 2 semaines une émission spéciale aux martyrs de la population à Sarajevo le dimanche à 20h30. Une émission préparée par la rédaction de la 3. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le nom de la Suisse à l'Europe. Au contraire des cantons francophones, les cantons alémaniques ont majoritairement rejeté l'adhésion de leur pays à l'espace économique européen. Ce refus repousse d'autant la perspective d'un élargissement de la CE à la Confédération helvétique. Joël Hazard. C'est par une double majorité, électeurs et cantons, que les Suisses ont rejeté le projet d'adhésion au traité sur l'espace économique européen. 16 des 23 cantons ont voté contre. Le traité, une ouverture sur l'Europe réduite à l'économie. Son objectif, la création d'un grand marché de libre-échange européen entre les 12 d'une part et les 7 pays encore marginaux tels la Suède, la Norvège ou la Suisse. Pour les adversaires du traité, principalement nationalistes et écologistes,
c'était déjà le premier pas vers l'intégration européenne. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, presque une révolution pour la Confédération helvétique, fière de son modèle démocratique. La Suisse, sa neutralité, sa monnaie souveraine, ses banques recherchées pour leur discrétion, les arguments qui ont amené les électeurs à un vote de repli. Ce sont les Suisses germanophones majoritaires qui ont fait la différence. Zurich, poumon économique de la Confédération, a donné le coup de grâce avec 51,5% de voix contre. Après 7 siècles de quiétude, de prospérité, les Suisses ont estimé qu'ils avaient aujourd'hui plus à perdre qu'à gagner en se rapprochant des 12. Ce sont des fiançailles pour ensuite conclure le mariage avec la communauté européenne. Mais l'Europe n'est pas mûre pour ça, je vous assure. C'est un mauvais fiancé pour la Suisse pour l'instant. Mais nous voulons que ce fiancé s'améliore. Et à ce moment-là, on pourra l'accepter. Jamais débat n'aura autant déchiré la Confédération. Ce soir, les autorités fédérales, les banques et les entreprises parlent de dimanche noir pour l'économie suisse. Alors, commentaire Jean-Marc Sylvestre, ce refus suisse constitue un coup d'arrêt pour l'élargissement européen. Il aura peut-être aussi, dans le temps, des répercussions économiques pour la Confédération helvétique. Oui, à très court terme, il y aura assez peu de répercussions, parce que le franc suisse va sans doute baisser. C'est l'indicateur qu'on observera demain sur les marchés d'échange. Les bourses de valeur vont sans doute accuser le coup, mais rien de grave, car le franc suisse ne pèse pas très lourd sur la scène internationale. À plus long terme, vous avez raison, il est évident que ce refus populaire va entraîner une perte de confiance de l'ensemble des milieux d'affaires internationaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prospérité suisse était liée jusqu'à maintenant à la neutralité politique, conjuguée aussi à un certain nombre de privilèges fiscaux et bancaires. Or, depuis quelques années, la neutralité n'avait plus beaucoup de sens, et les privilèges fiscaux étaient en train de disparaître. La Suisse avait engagé un processus d'intégration à l'Europe. Alors si maintenant les populations suisses bloquent ce processus, eh bien la communauté n'acceptera pas pour autant l'existence d'un paradis fiscal, d'un endroit où les banques peuvent garder secrètement des capitaux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Alors l'avenir de la Suisse est donc ce soir bien difficile à imaginer, coincé entre cette indépendance-là, jalousement gardée, et puis la nécessité de s'ouvrir à la communauté. D'autant qu'on pouvait penser que la Suisse avait sa place dans le groupe de tête des pays riches en Europe. Alors les pays riches en Europe, Roland Dumas y a fait allusion ce matin, évoquant une sorte de noyau dur pour tirer l'Europe vers le haut. Oui, alors c'est évidemment le petit groupe de pays qui, autour de la France et de l'Allemagne, avec la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, pourrait faire un ensemble cohérent et efficace, la fameuse Europe restreinte, qui serait ainsi à l'abri des tempêtes monétaires et qui pourrait faire avancer la construction européenne. Tout le monde y pense, tout le monde le prépare, mais ce n'est pas très facile à installer compte tenu des engagements politiques qui ont été pris envers les pays plus fragiles, notamment les pays du Sud et notamment par la France. Merci Jean-Marc Sylvestre. À l'étranger encore, les organisateurs d'une chaîne lumineuse contre le racisme et contre la violence ont regroupé quelques 300 000 personnes ce soir à Munich, à la tombée de la nuit, sur le thème « Munich, une ville dit non ». L'objectif de cette initiative privée, lancée par des citoyens de la capitale bavaroise, était de constituer une chaîne humaine autour de la vieille ville de Munich, où chaque manifestant porterait une bougie ou toute autre lumière contre la haine de l'autre et pour l'amour du prochain. Les participants se sont regroupés ensuite pour former, vous le voyez, une étoile lumineuse. J'imagine, Alexandre Arcadi, que c'est une initiative qui vous séduit. Ça, je crois que c'est évident. Cette chaîne de l'amitié, cette chaîne de la tolérance, c'est quelque chose c'est un des thèmes qui me préoccupe et je crois que je l'ai développé dans plusieurs de mes films. Non, c'est bien, parce que ce qui se passait en Allemagne, c'était préoccupant. Ce qui se passe en France, ça l'est aussi, il faut faire attention. La politique en France, justement, avec les rencontres pour demain, organisées dans la perspective des élections législatives par des personnalités de la majorité présidentielle. Les profs du chef de l'État veulent défendre le bilan de la gauche. Ils ont également aujourd'hui reparlé d'ouverture. Daniel Sportiello, Christos Camilliaris. Mitterrandiste et fier de l'être. En ces temps où la critique n'épargne pas, même dans les rangs du Parti socialiste, la personne du chef de l'État, Louis Mermaz et Roland Dumas ont décidé de sonner le rappel des troupes pour défendre le bilan des années Mitterrand. Parmi les fidèles des conventionnels, comme on dit, Mermaz, Dumas, Mexando, premier compagnon de route de François Mitterrand, mais aussi la jeune garde, venue défendre sans état d'âme ni morosité les valeurs de la gauche. Et pour éviter le côté grand-messe mitterrando-mitterrandiste de la Réunion, radicaux de gauche et démocrates ont été appelés en renfort. Bref, un parterre de personnalités que le chef de l'État ne renierait pas. Mais au fait, que pense-t-il de l'initiative de Louis Mermaz et de Roland Dumas? Qui voit plutôt ça d'un bon œil dès lors que l'on se réclame de l'action conduite pendant les 2 septennats
et que l'on a commencé par dire ce matin que nous souhaitions le rassemblement autour du président de la République et de la majorité présidentielle et du gouvernement. Donc, comme vous le voyez, tout ça est en harmonie, mais point n'était besoin d'aller plus loin dans la constatation de ce simple fait. Même le Premier ministre est venu. Très offensif vis-à-vis d'une certaine droite, Pierre Bérégovoy ne néglige pourtant pas l'ouverture. Pour lui, elle a été insuffisamment réussie et il faut tendre la main aux autres. Du coup, ces rencontres pour demain pourraient bien réactiver l'ouverture en coulisses, alors que le PS fait très officiellement et sans succès parfois les offres de partenariat. Invité sur France 2 à midi, Raymond Barre a estimé qu'une victoire nette de l'opposition législative constituerait un désaveu pour le chef de l'État et que celui-ci devrait alors vérifier sa légitimité auprès de l'opinion. Au lendemain des élections législatives, je ne crois pas que le président de la République puisse ne pas se sentir en partie désavoué si les élections ont été perdues. Il peut être plus ou moins désavoué. Telle est du moins ma conception. Et s'il se sent désavoué dans une mesure qui met en cause la confiance que le peuple a en lui, il doit s'adresser au peuple. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée qui vient d'être élue et le peuple tranche, ou bien il s'adresse au peuple par référendum. Bien entendu, ce n'est pas le plébiscite, parce que si le président de la République pose cette question de confiance, il engage sa responsabilité, et si le peuple manifeste un avis négatif, il doit à ce moment-là se retirer. Économie, la grimace des producteurs de vin à l'espace Champéret à Paris. Le 14e Salon national des caves particulières attire toujours autant de visiteurs. Près de 900 vignerons de toute région y présentent leurs produits, des petits vins de pays aux appellations d'origine. Et pourtant, le marché du vin est en pleine crise de surproduction, au point que la communauté européenne envisage de mettre en jachère des terres à cèpes. Bernard Ségara, Pierre-Tic. Contrairement aux apparences, les Français boivent de moins en moins. 40% ne consomment jamais de vin, contre 25% il y a 10 ans. Quant aux producteurs qui ont connu 10 ans d'ivresse, achetant à n'importe quel prix pour stocker, c'est la gueule de bois. Les prix se sont effondrés en 92, de 35% pour le rouge, de 15% pour le blanc. Ceci en raison aussi de la chute des exportations. La surproduction est évaluée à 40 millions d'hectos pour les 12 et 5 ou 6 pour la France. Évidemment, la solution européenne d'arracher 10% du vignoble ne réjouit pas les producteurs. Ces mesures vont s'appliquer plutôt sur les vins de table ou les vins de pays que sur nos AOC qui finalement se portent bien. De notre côté, c'est vrai qu'il faut, et c'est notre rôle de producteur, protéger notre patrimoine, éviter les surproductions excessives, de sorte que, sous prétexte qu'on produise 10 ou 20% de vin en trop parce qu'ils ne sont pas consommés, qu'on fasse effondrer toute une économie. Autre solution possible, produire pour d'autres débouchés. Je crois que la France est très bien placée, aussi bien au niveau des alcools de bouche qu'au niveau des jus de fruits. Donc nous disons que c'est un marché qui est à prendre, prenons-le. Un atout pour les vins français, 45% de la production est d'appellation d'origine contrôlée. Si les Français boivent moins, ils boivent mieux, in vino veritas. La marée noire sur les côtes espagnoles, près de 800 tonnes de pétrole ont été extraites aujourd'hui de la zone contaminée par la marée noire. Vous le savez, échappée du pétrolier grec l'AEG Annecy. La nappe s'étend maintenant sur près de 100 km. Dominique Dumas. 3 jours après le naufrage de la Annecy sur les côtes de la Corogne, les experts ont déjà dressé un premier bilan. Il resterait 3 citernes toujours pleines, soit l'équivalent de 20 à 25 000 tonnes de pétrole, la moitié de la quantité initialement prévue. Autre nouvelle plutôt rassurante, la nature de ce fioul permettrait une collecte et un nettoyage plus facile. En revanche, les barrages flottants n'ont qu'une efficacité relative pour protéger les multiples rias et les réserves de coquillages. Les conditions météorologiques actuelles concentrent la nappe sur les récifs escarpés de la Corogne. Une nappe d'environ 150 km² avec un tiers de forte pollution. Cette marée noire est une catastrophe économique pour les pêcheurs et écologique pour la faune et la flore aquatique. 2000 oiseaux seraient déjà morts englués. Des techniciens du matériel français sont arrivés cet après-midi de Brest. Le travail de dépollution pourrait durer plusieurs mois. En sport, déception française aujourd'hui dans le slalom spécial à Val d'Isère. Patrice Bianchi, vainqueur de la première manche, a enfourché un piquet avant l'arrivée de la deuxième. Val d'Isère, Yvan Avril. Cela aurait dû être la Saint-Patrice Bianchi, l'enfant du pays, considéré comme le sauveur du ski français dans ce critérium de la première neige. Patrice Bianchi partait archi favori de ce slalom, juste aux côtés de la Bomba. Alberto Tomba, décevant à ses strières, est obligé de bien figurer à Val d'Isère devant des tifosi venus en nombre.
Première manche sur un parcours inédit tracé par Gustavo Toni. La phase de Bellevarde accueille Patrice Bianchi en vainqueur. Bianchi s'empare du commandement. On se dit alors que l'Avalin a course gagnée, le public s'enthousiasme. Deuxième manche, Bianchi a une pression considérable sur les épaules. Au deuxième temps intermédiaire, il compte 56 centièmes d'avance. Hélas, une porte enfourchée lui fait perdre toute chance de victoire à seulement quelques mètres de l'arrivée. Quatrième lors de la première manche, Tomba semble idéalement placé pour s'emparer de la première place du podium. Alberto aime bien ce type de situation, mais contre toute attente, l'Italien effectue un deuxième parcours médiocre au vu de ses qualités. Après d'1,5 seconde de meilleur au temps cumulé, Tomba ne prend que la 7e place, les tifosi sont déçus. Samedi Norvège, dimanche Suède, réalisant un milieu de classement lors du premier slalom, Thomas Fogdo va créer la surprise cet après-midi. 45 secondes 72, une deuxième manche superbe pour Fogdo, qui dès lors n'a plus rien à craindre et remporte le slalom du 37e critérium de la première neige. À la différence des cinéastes américains qui enchaînent coup sur coup les nouveaux épisodes d'un film à succès, Alexandre Arcadi a voulu en quelque sorte donner du temps au temps et retrouver ses aventuriers pieds noirs 10 ans après le premier Grand Pardon. Ils sont tous là, sous les traits de Roger Hanin, Richard Berry, Gérard Darmon et le jeune fils d'Arcadi sur lequel le Grand Pardon numéro 2 va s'ouvrir à l'occasion de la bar mitzvah, sa confirmation religieuse. Raymond. Non, ne me dis rien. Ne me dis rien, Albert. Pendant 10 ans, pas une visite, pas une lettre. Et tu dis que tu es mon cousin. C'est pas ma faute, Raymond. C'est ça. Albert, le jour où tu as épousé ta femme, je t'ai prévenu, je t'ai dit attention, Albert, c'est une Tunisienne, c'est pas bon pour toi, tu ne m'as pas écouté. Alors, on ne vient plus pleurer sur mon épaule maintenant, hein. Je peux pas savoir la vie qu'elle me fait. Chaque semaine, elle a une nouvelle opération. Le nez, la poitrine, les cuisses. Oh, les cuisses. Les cuisses, les yeux, les oreilles. J'ai dit, mais un écriteau, je te reconnais plus. Ah, et Albert. Il paraît que tu es devenu riche maintenant, toi aussi. Vous êtes tous devenus riches ici. Comment riche? Richissime. Je sais plus où les mettre, grâce à Dieu. Tu sais, si tu fais tomber $1 par terre, t'en ramasses 5. Regarde. Tout ça, c'est moi qui l'ai organisé. Shalom Traiteur, Paris, Miami. Tu sais, j'ai un restaurant, Miami Beach. Tu vas venir me voir? Je sais pas. Alors, on dit bien la bar mitzvah. Henri Chapier, on ne l'a pas vu dans cette scène, mais le film a un lot de cadavres assez impressionnant. Le film, c'est autre chose qu'une saga sanglante, quand même. Oui, moi j'ai trouvé là-dedans pas mal de choses. Je ne sais pas si Arcadi sera d'accord, parce que disons que ce n'est pas exactement peut-être ce que le public recherche. Ce sont des braves garçons, vous savez, ces criminels. Non, c'est vrai, parce qu'ils croient à quelque chose. Au fond, ils sont en conflit avec la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est la Torah pour les Juifs en général et pour les pieds noirs en particulier, parce qu'ils sont assez croyants. Alors, la Floride, c'est le Canaan, c'est la terre où coule le miel. Et puis voilà, ça n'est pas si facile, parce qu'il y a des gens qui sont là, des rivaux. Hein. Et donc c'est ça, c'est l'histoire d'une série de rivalités, et aussi un retour vers les racines et les valeurs. Et notamment, c'est pourquoi vous avez vu le personnage de Roger Hanin, qui vraiment domine un tout petit peu dans cette tonalité, cette saga nouvelle. Alors justement, Alexandre Arcadi, bon, le premier Grand Pardon avait connu un véritable triomphe. C'est ce qui vous a stimulé dans l'idée d'en faire un deuxième, ou vraiment cette saga vous obsède aujourd'hui? Non, c'est les personnages qui m'ont quelque peu hanté, parce que c'est vrai que le Grand Pardon, c'était mon deuxième film après le coup de Sirocco, et j'avais envie de refaire aventure, comme on dit, avec Roger Hanin, que j'avais découvert dans le film. Et puis le temps a passé, depuis 81, les acteurs qui m'ont accompagné dans le premier, que ce soit Richard Berry, Darmon, etc., et les autres, Jean Benguigui, étaient toujours là, présents autour de moi. J'avais envie de réouvrir cet album de famille et de les voir de nouveau dans de nouvelles aventures, si je puis dire, mais avec le temps qui est passé, avec cette vraie distance qu'on n'invente pas, qu'on ne peut pas inventer au cinéma. Elle est là, elle est réelle. Mais ils ont mûri, justement. Ils ont vraiment un tout petit peu vieilli. C'est ça qui est formidable. Mais alors, il y a votre propre fils. Ça sera peut-être un grand comédien. Il débute là. Est-ce que ça ne vous donne pas l'envie, dans 10 ans, peut-être, de revenir? C'est-à-dire, on verra son mariage. Où seront-ils? Je n'en sais rien, les Bétounes. C'est à vous de nous le dire. Comme dans la chanson de Bruel, rendez-vous dans 10 ans, encore une fois. Qui sait, peut-être. Mais ce qui était clair aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est que j'avais envie de retrouver cette famille parce que chez les spectateurs qui ont vu le film et puis ensuite les téléspectateurs, il y a eu une telle, comment dire, j'allais dire une osmose entre ces personnages. Tout à l'heure, une des techniciennes ici m'a dit « Ah, avec mon mari, on a loué la cassette, on a revu Le Grand Pardon 1 parce que la semaine prochaine, on veut retourner voir le 2. » Alors il y a une espèce de, comment dire, de rapport affectif avec cette famille. 10 ans après, ils sont là. La difficulté, c'est de montrer le même film, de faire le même film, mais différent. Et l'Amérique apporte cette différence. Vous avez 10 ans pour le retrouver. Merci Henri Chapier, merci bien sûr Alexandre Arcadi d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Le Grand Pardon numéro 2 donc sort mercredi sur les écrans. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. À 20h45, les Intervilles du Rire animées par Pascal Brunner. À 22h30 dans le soir, je recevrai le cinéaste Louis Malle et nous consacrerons notre dossier au refus suisse de l'Europe. Très bon début de soirée, merci.